Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Alors on va commencer par question. Quels événements ou faits déclencheurs t'ont amené à t'intéresser à la problématique de la conscience dans ta vie ? Disons que la conscience est venue après, parce que c'était une obligation, parce qu'on ne peut pas... La première chose, je crois que c'est une patiente que j'ai rencontrée, qui était venue me voir, qui a mis un moment avant de me dire ce qui n'allait pas. En fait, elle n'était pas bien, elle sortait plus de chez elle, mais elle ne savait pas dire pourquoi. Et puis je me suis rendu compte après qu'elle m'avait un petit peu testé, et puis une fois qu'elle a pensé que je pouvais peut-être l'écouter, donc elle m'a expliqué, en fait elle a vécu une expérience de mort imminente, elle a failli y rester puisqu'elle s'est trouvée, je crois qu'on l'a récupérée à la morgue, elle avait fait une énorme hémorragie pendant une césarienne, elle a vu tout ce qui se passait. Jusque-là, c'était normal, c'était intriguant. Mais, voilà. Le problème, c'est surtout pour elle, c'est qu'après, au retour, apparemment, elle avait gardé une porte ouverte, ça j'ai compris plus tard. Elle s'était rendue compte, quand elle est sortie de chez elle la première fois, que les personnes qu'elle rencontrait, ça lui provoquait très souvent un malaise abominable. Puis elle s'est rendue compte en fait qu'elle devenait les gens. C'est-à-dire si elle faisait la queue à la boulangerie, si elle était à côté de quelqu'un de sympa, ça allait, ça se passait bien. Mais si elle était à côté d'une mégère teigneuse, jalouse, méchante, elle devenait, elle ressentait pas, elle devenait méchante, jalouse, et c'était devenu insupportable. C'était pas que de l'empathie, c'était vraiment... donc ça m'intriguait vraiment. Et puis ça m'a rappelé une histoire qui courait dans les couloirs de l'hôpital à propos d'un chirurgien qui était adorable, qui était très compétent et qui aimait bien dédramatiser les interventions, donc il passait son temps à raconter des histoires et tout ça. Et puis, sauf qu'un jour, il y a une dame donc, à qui il avait sauvé la vie qui lui a dit, mais ça fait le tour de l'hôpital. Docteur, vous êtes adorable, vous m'avez sauvé la vie, je vous remercie. Seulement, je veux vous dire quelque chose, ne le prenez pas mal, mais faites vraiment attention à ce que vous dites, parce que pendant toute l'opération, j'étais là, j'ai entendu tout ce que vous disiez. Elle a commencé à lui raconter. Elle a dit, puis j'ai vu, vous avez dessiné les plans de votre maison sur mon ventre, avec la bétadine. Et du coup, ça l'a beaucoup calmé. Voilà, alors ça c'est des choses à l'époque, il y a 30 ans, c'était pas, on connaissait à peine les premiers bouquins de Moody, oui. Et c'était pas du tout étudié. Oui, oui. Et je me dis, il faut quand même, c'est intriguant, c'est pas possible. Quand on a un esprit un minimum scientifique, on est curieux. On ne va pas chercher tout de suite à plaquer une explication plus ou moins psychologique ou autre là-dessus. On se dit, bon, ça fait déjà 2 personnes. Puis après, j'ai lu des témoignages qui concordaient aussi. Oui. Et puis j'ai rejoint Jans France, donc oui. Association dont maintenant je suis le président. Est-ce que tu peux dire deux mots de Jans France Jans France, c'est une association qui a été fondée en 87 et de nos jours, on est tourné essentiellement vers la recherche et l'aide aux personnes qui ont vécu cette expérience. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est d'accueillir... on a monté des antennes régionales un petit peu partout en France, oui. On doit en avoir 13 actuellement, qui organisent des groupes de parole qui permettent aux personnes de se rencontrer et de parler de leur expérience. Nous, on recueille leur expérience, on a un questionnaire de 136 items qui permet d'explorer sur le plan scientifique tous les aspects de l'expérience, mais bon, pour eux, c'est pas important. C'est important parce que si on fait avancer le fait que ces expériences soient déjà admises oui. comme quelque chose de sérieux qui existe, ce qui est le cas maintenant, même les plus sceptiques acceptent, savent que ça existe. Pour le reste, ils ont leur opinion, mais enfin, ils admettent que ça existe, c'est plus la question. Donc ça aide les personnes qui ont vécu l'expérience à s'en libérer. Mais après, voilà, quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, c'est un petit peu comme quelqu'un... imaginez que vous sortiez d'un concert, vous avez entendu une musique extraordinaire et vous voulez partager ça. Oui. Vous rentrez chez vous, vous en parlez à vos amis et vous vous rendez compte, en fait, ils sont tous sourds. Oui. Il n'y en a pas un qui sait ce qu'est la musique. Donc vous allez très vite cesser de vouloir parler, de partager votre émotion. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver, de dire à tous les gens, voilà, vous n'êtes pas sourds, vous connaissez la musique. Alors il y en a qui sont allés à un concert de classique, il y en a qui ont entendu une guitare dans la rue, il y en a qui sont allés à un concert de reggae, mais déjà ils ont tous
une notion de ce qu'est la musique. Donc ils peuvent parler entre eux en sachant que ce qu'ils vont dire va être compris, au moins dans une certaine mesure. Voilà. Et ça, c'est fondamental pour intégrer cette expérience dans une vie, là, parce qu'on voit bien les gens qui nous apportent leur témoignage, c'est 10, 20, 30 ans après. Et donc ils ont gardé par devers eux la plus belle expérience de leur vie. Ils vous disent tout ça, c'est la plus belle expérience de ma vie. Et ils gardent ça comme quelque chose de honteux. Et moi, je trouve que c'est honteux de dire qu'on en soit encore là, si vous voulez, à pas les écouter, à pas leur permettre de parler. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en leur donnant la possibilité de se rencontrer de façon aussi régulière que possible. C'est la mission, l'objectif de Jans. L'objectif de Jans, c'est ça, c'est d'apporter une aide et de promouvoir, faciliter et de participer à la recherche. Et actuellement, il y a combien de membres à Jans France? De membres officiels, pas beaucoup, parce que on n'oblige pas du tout les gens à avoir à prendre, à devenir membre ou quoi que ce soit. Donc on les aide, c'est bénévole, ils viennent pas. Donc on a quelques dizaines de membres. Mais bon, après les gens qui collaborent, il y en a beaucoup plus que ça. Enfin, des gens avec qui on est en contact. Voilà, c'est pas une grosse association. Très bien. Alors bon, je vais passer à une question qui est un petit peu difficile. Bon, c'est fait exprès. Si tu devais donner une définition de la conscience, comment est-ce que tu définirais la conscience? La conscience, c'est quoi? C'est une excellente question, je te remercie de me l'avoir posée. Non, la conscience, la conscience d'abord, elle est multiple. Si on veut définir la conscience, le meilleur moyen, parce que personne n'en sait rien, personne ne peut dire ce qu'est la conscience. D'abord, c'est pas une chose, c'est un phénomène. C'est pas quand on parle de conscience délocalisée, on commence à avoir déjà un lieu. Elle est là ou elle est là. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus global que ça. C'est une tautologie. C'est ce qui fait qu'on est conscient d'être conscient, d'être conscient, d'être conscient. C'est quelque chose qui... Bon, si on veut avoir une définition utilitaire, c'est quelque chose qui permet de mettre les choses en rapport. C'est quelque chose qui fait une unité de ce qu'on est. Quand on est conscient, on a une unité aussi bien du corps, de l'esprit, des pensées, du passé, des espoirs, de tout un tas de choses qui sont perçus de façon unitaire pour faire un individu, pour ce qu'on est ici. Et je pense que c'est la fonction ou la conscience qui, ce qui permet ça, on peut supposer que c'est une forme de conscience. Après, ce que m'ont appris mes recherches, c'est que il y a plusieurs niveaux de conscience, bien entendu. Je veux dire, une souris, elle a une conscience perceptive, elle n'a pas forcément une conscience d'elle-même. Bon, maintenant, on sait qu'il y a certains animaux, il y a les cétacés, il y a les grands singes, il y a des corbeaux, qui savent qu'ils existent. Donc ils ont un début de conscience réflexive. Donc c'est un cran au-dessus. Bon, nous on a une conscience qui peut être métaphysique, qui va se poser des grandes questions. C'est encore le modèle au-dessus. Après, on se rend compte, quand on étudie les expériences de mort imminente, qu'il y a une forme de conscience qui est celle qu'on éprouve 99,99% du temps. C'est une conscience qui est créée d'une certaine manière, ou permise par le cerveau, par nos perceptions, par notre mémorisation, par tout un tas de choses. Et c'est la conscience qui étudie les neuroscientifiques. Cette conscience, étant donné que elle occupe le terrain, on peut très bien dire oui, voilà, c'est la conscience, c'est ça. La preuve, c'est que quand on prend un coup sur la tête, ça ne marche plus et on n'est plus conscient. Sauf que justement, dans certains cas, on continue à être conscient. Alors que le cerveau ne marche pas forcément très bien. Et non seulement on continue à être conscient, mais on est encore plus conscient. Donc c'est ça qui devient intriguant, qui fait que les expériences de mort imminente sont une mine d'or vraiment pour l'étude de la conscience. C'est que, à mon avis, moi je les vois comme ça, comme vraiment un comportement qui est exotique parce qu'il n'est pas très courant, mais qui est néanmoins suffisamment fréquent et suffisamment cohérent, suffisamment répétitif de la conscience. Ça concerne la conscience et puis c'est tout, parce que quand on est dans cet état-là, on est conscient et rien d'autre. On est conscient d'être soi, mais d'être beaucoup plus. Et c'est les gens qui vivent cette expérience, quand ils se retrouvent, donc après que ça soit un coup sur la tête, une overdose d'héroïne, un arrêt cardiaque ou un orgasme intense, ils se retrouvent dans cet état-là. Ils ont
une conscience qui est beaucoup plus claire. Ils vous disent tous qu'ils ont un esprit extrêmement clair, ils ont une perception globale d'énormément de choses. Je veux dire, la conscience, elle est pas qu'expansée. On a l'impression qu'il y a une conscience avec un grand C, qui est quelque chose qui a l'air d'être universel, qui est partie intégrante de l'univers et d'un univers étendu, très certainement, et que nous, ici et maintenant, on a un tout petit bout de cette conscience. On a une espèce de goutte coagulée qui va peut-être, comme disait Taylor de Chardin, vivre une vie humaine, mais je pense que, disons, la conscience, on est loin de savoir ce que c'est. Alors moi, j'essaie de la cerner à ma façon, et puis les autres intervenants du colloque aussi. D'où l'objectif de ce colloque, essayer de cerner un petit peu ce qu'on peut dire de la conscience, mais je pense qu'on ne peut pas en donner une définition précise, pas pour l'instant. Je pense qu'il faudrait être gonflé pour oser donner une définition. C'est quelque chose qui se vit, qui s'éprouve, plutôt que quelque chose qu'on définit. Ouais. C'est une expérience, la conscience. Ouais. Et c'est même le propre de la conscience de se demander ce qu'est la conscience. Donc le jour où on l'aura trouvé. Voilà. Alors bon, l'autre question, c'est un peu la suite de cette première question. Quelle serait la nature de cette conscience? Bon, dans les expériences de mort imminente, qui est ta spécialité, les gens disent qu'ils sortent de leur corps, qu'ils rentrent dans un tunnel, qu'ils rencontrent la lumière. C'est quoi qui reste une fois qu'on est sorti de son corps? Est-ce que c'est encore matériel? Est-ce que c'est un champ d'énergie? Ou est-ce que c'est de la lumière? Parce que dans les NDE, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, j'avais l'impression d'être lumière, je suis rentré dans la lumière. Oui, alors la première des choses à comprendre, c'est que quel que soit ce qui est vécu pendant l'expérience, elle est mémorisée d'une façon ou d'une autre, et quand on se réveille, elle revient à la mémoire. Mais entre-temps, le cerveau, lui, elle passe par le cerveau, du coup. Les gens vont la raconter de manière séquentielle, alors qu'ils vous disent que c'était hors du temps. Et pour tout le reste, le cerveau essaie de tout classer dans des catégories. Donc c'est très difficile de comprendre ce qui vit l'expérience, parce que il n'y a pas de mots pour ça. Apparemment, c'est quelque chose qui transcende l'espace et le temps. Ça, je pense l'avoir démontré. Oui. C'est quelque chose qui, je répète. Est-ce que c'est quoi? C'est une matière? C'est un champ? C'est une énergie? J'en sais rien. À mon avis, d'après la modélisation que j'ai fait, qui laisse penser que ces expériences sont perçues depuis une dimension supplémentaire, du fait des possibilités qu'implique une dimension supplémentaire. Une dimension supplémentaire, c'est ce qui permet de voir depuis une certaine hauteur tout ce qu'il y a sur un tableau ou un dessin ou n'importe quoi, de façon instantanée. Donc, quelque part, notre regard, il met en relation tous les points d'un tableau, alors que s'il fallait explorer le tableau point par point et s'en faire une idée, ça serait très long. Donc, on peut supposer que le fait de se trouver, d'exister pour la conscience, on verra après, dans une dimension supplémentaire, ça lui permet de mettre en relation tout ce qui se passe dans ce qu'elle peut observer, tout ce qu'elle peut percevoir, c'est de l'information qu'elle perçoit. Et cette information, c'est pas des petits bouts qui vont être auxquels on va avoir un accès séquentiel, mais il va y avoir un accès global avec une mise en lien et en relation de tous ces points. Donc on peut supposer que peut-être que la conscience est un phénomène qui émerge naturellement et qui est de l'existence de dimensions supplémentaires dans l'univers. D'une part, et d'autre part, c'est peut-être même la consistance fondamentale. Je veux dire, l'univers est peut-être le substrat de l'univers est peut-être conscient de lui-même. Mais là, il est conscient de nous. Moi, je suis conscient de moi. Il est conscient de toi. Il est conscient de tout ça. C'est très bien. On vit des vies. Tout ça, c'est l'univers qui le vit. Peut-être l'univers. On peut appeler ça comme on veut. On peut mettre un dieu. On peut mettre n'importe quoi. Mais je veux dire, moi. L'opinion, enfin l'idée que je commence à me faire, le parfum que ça a, c'est que si, comme le disent énormément de physiciens maintenant, de cosmologistes, l'univers a des dimensions supplémentaires, moi je pense en avoir mis une peut-être en évidence par déduction de ce que racontent des vrais gens. C'est pas de la théorie, c'est pas des suppositions, c'est une modélisation qui découle de l'analyse de faits et de choses qui sont rapportées. Si j'ai bien compris ton hypothèse, c'est-à-dire que nous, on vivrait par exemple sur 2 dimensions seulement, et quand tu as une expérience de mort imminente, c'est comme si tu avais une dimension supplémentaire. C'est comme si tu voyais en 3 dimensions avec une vision globale, c'est ça? Disons que ça, c'est une comparaison pour permettre de comprendre.
Donc nous, on vit dans 4 dimensions, 3 d'espace, une de temps. Mais dans ton modèle. Et quand mon modèle, c'est en 5 dimensions. Si tu veux. À ce moment-là, le point de perception et la conscience se retrouvent dans une dimension supplémentaire, ce qui lui permet de vivre consciemment et de ramener ce qui est peut-être l'expérience globale de la conscience, en dehors d'une vie. Pour aller un peu plus loin, pour s'amuser un peu, ça va avec ce que dit Teilhard de Chardin sur une conscience qui vit une vie humaine. Admettons d'ailleurs, ça découle de ce que disent les gens quand on leur demande qu'est-ce que vous étiez quand vous étiez vous étiez comme vous êtes d'habitude, votre personnalité, vos craintes, vos désirs. Et ils disent non, la plupart du temps, ils n'étaient plus rien de tout ça. Ils se retrouvent, ils disent j'ai l'impression de retrouver mon grand moi. C'est-à-dire d'habitude c'est le petit moi, là c'était le grand moi. Après il y en a qui vous disent non, c'était même plus que ça, c'était peut-être Dieu. Puis ils disent non, comme ils reviennent, ils sont plus croyants du tout, ils rejettent les religions. À la rigueur ils vont l'écrire avec un petit dé, puis ils vous disent non, c'est nous tous réunis. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est une conscience beaucoup plus vaste, globale. Il y a l'idée que les gens disent en fait on n'était pas dans Dieu. Et qui rejette cette idée de Dieu telle qu'elle est enseignée par les religions. Et souvent, c'est une des caractéristiques des gens qui reviennent. Ils se méfient beaucoup des religions. Ils se méfient. Ils ont une dimension spirituelle, mais pour eux, la religion, c'est... Oui, mais ça n'a rien à voir. Marie de Solesmes, notamment, lorsqu'on parle de... Oui, mais elle est typique. Ce qui est intéressant, c'est justement que les gens qui ont vécu cette expérience, il y a des gens qui étaient très croyants, qui allaient à l'église tous les dimanches ou à la mosquée, d'autres qui, au contraire, étaient des athées convaincus, qui lisaient l'humanité tous les dimanches aussi, ou autres, et qui reviennent avec pratiquement tous la même chose, mais ils l'ont en eux. C'est-à-dire qu'ils ont une notion de transcendance, de spiritualité, mais qui n'a rien à voir avec les systèmes métaphysiques, pseudo-spirituels ou eux, c'est vraiment quelque chose de vécu. Et du coup, quelque part, ils s'en laissent plus compter. Alors d'abord, c'est des gens qui reviennent en refusant tout ce qui est dogmatique, déjà par principe. On ne va plus leur dire ce qu'ils doivent penser, parce que ils ont compris suffisamment de choses pour se mettre à penser par eux-mêmes. Et en plus, alors tout ce qui veut obliger les gens à penser ou les empêcher de penser, que ce soit des systèmes philosophiques, religieux, métaphysiques, politiques ou autres, ça les hérisse. Donc ils reviennent avec une notion de spiritualité, y compris des gens qui rejetaient ça complètement, et y compris des gens qui étaient très religieux, qui rejettent les religions révélées, disons, avec tout ce qu'il y a de carcans, de croyances, et qui ont une notion de spiritualité, mais profonde. Vécue, et qui ne peuvent pas forcément verbaliser, parce que la spiritualité, c'est comme pas mal de choses. Quand on commence à en parler, on n'en fait plus rien. Est-ce qu'on peut dire que les personnes qui vivent une expérience de mort imminente vivent une espèce d'initiation ? Dans le sens, parce que si on compare le processus initiatique, tel qu'il est enseigné dans les sociétés traditionnelles, et les EMI, on constate qu'il y a un certain parallèle entre les deux. Bien sûr. Le passage par l'obscurité, la découverte de la lumière, le sentiment d'avoir une mission. Donc on retrouve ça aussi un petit peu dans les... Mais il faut le voir dans l'autre sens, en fait. Je pense que que ce soit les expériences de mort imminente, mal nommées, mais enfin, sont des expériences universelles, c'est des expériences de conscience et apparemment d'un accès à une conscience supérieure. Après, je ne sais pas ce qu'il y a d'autres, qui ont toujours existé, très certainement. Et moi, pour le peu que j'en sais, il me semble que toutes les initiations essaient de reproduire le cheminement qui peut mener à une expérience de mort imminente. Je crois que les Égyptiens, l'initiation pour les prêtres, ça consistait à leur faire peur au point, il fallait faire passer par un tunnel, à leur faire peur, une trouille noire jusqu'au point où ils croyaient qu'ils allaient mourir. Et on essayait peut-être de leur déclencher une expérience de mort imminente. Et je pense que toutes les initiations, plus ou moins, reposent un peu sur le même schéma. C'est intéressant ce parallèle, je trouve. Oui, bien sûr, mais c'est quelque chose que l'homme a toujours essayé de reproduire, parce qu'il sait que ça amène à une vraie transcendance. Donc, voilà. Mais je pense que... une transformation de l'être qui est profonde. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire que la personne qui a vécu ce type d'expérience, elle n'est plus la même. Lorsqu'elle passe par la phase transcendante. Pas forcément. Alors, le problème aussi, c'est celui de la mémorisation de l'expérience, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences très simples, presque rudimentaires, et qui reviennent complètement transformés. Oui, c'est vrai. Après, il y a des gens qui vous racontent une histoire totalement faramineuse, transcendante et tout,
Et puis, quand on commence à les fréquenter un peu, on s'aperçoit que ça n'a strictement rien changé chez eux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, je veux dire, le naturel, il est quand même assez costaud et il revient assez facilement. Donc, on ne peut pas faire de parallèle entre le vécu de l'expérience, sa profondeur et les changements qu'elle induit. Pas toujours. Alors bon, dans la continuité des deux questions précédentes, bon là ça paraît évident, quelle place le concept de conscience occupe dans tes travaux? Je pense que là c'est une place centrale. il est à la base complètement. À la base de tes travaux. Voilà, c'est partie des expériences de mort imminente. Maintenant, pour moi, c'est ce que je disais, ce sont des expériences qui concernent la conscience. C'est un comportement exotique de la conscience et qui, à mon avis, doit être absolument pris en compte par les neurosciences, par la psychologie, par tout ce qu'on veut, par tous les chercheurs qui s'intéressent à la conscience. On ne peut pas prétendre travailler sur quelqu'un qui va travailler sur la conscience perceptive, il va s'occuper de la vision, de l'audition, d'accord, c'est son boulot, mais quelqu'un qui prétend essayer de comprendre quelque chose à la conscience et qui méprise l'existence des expériences de mort imminente et qui ne veut pas avoir accès à tout le savoir qu'on a accumulé, c'est comme de vouloir faire de la physique ou de la chimie en refusant complètement tout ce qui est physique particulière, physique quantique et tout. On peut très bien faire marcher un bateau, un avion sans connaître quoi que ce soit en physique quantique, d'accord, mais enfin, je pense que la physique ne serait pas complète s'il n'y avait pas cette partie. Pour la conscience, je pense qu'un jour on se rendra compte que si on ne prend pas en compte cette conscience, le mot de transcendance, ça peut peut-être faire peur à certains scientifiques, mais c'est une transcendance qui est réelle, je veux dire qui est physique, qui est spatiale, temporelle. Voilà, c'est comme ça, c'est un phénomène, ça existe, il y a des tas de gens qui l'ont vécu. On ne peut pas, par principe, parce qu'on ne l'a pas appris sur les bancs de la fac il y a 40 ans, leur dire non, vous racontez des conneries, c'est pas possible, donc ça n'existe pas. Il faut prendre ça en compte. Donc je pense que la conscience, elle est à la base de mes recherches. Pour les questions que je me pose et puis pour ce que j'essaie de faire passer. Est-ce que tu penses qu'on arrive à un moment charnière dans l'étude de cette conscience d'un point de vue scientifique, bien évidemment? Est-ce que maintenant on sent qu'il y a une nouvelle approche de la conscience? Est-ce que les choses sont en train de changer? On disait il y a 40 ans en arrière, on pensait que la conscience était un épiphénomène du cerveau. Maintenant, on sent que le concept de conscience occupe une place de plus en plus importante. Oui, heureusement. C'est comme dans tous les laboratoires de recherche, il faut toujours attendre que le patron ait pris sa retraite pour avancer un petit peu. Donc, il y a pas mal de gens qui ont pris leur retraite ou qui ont disparu. Il peut commencer à y avoir des générations qui sont un petit peu plus ouvertes. Alors après, il y a tout un tas de recherches qui émergent, que ce soit en cosmologie, en physique quantique, qui commencent à envisager l'existence de dimensions supplémentaires, de phénomènes qui peuvent permettre justement la conscience dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent permettre de comprendre pas forcément son fonctionnement encore, mais au moins son existence. Et il y a des recherches aussi, celles qu'on a fait avec le Coma Science Group de Liège, qui sont pourtant sceptiques affichés, qui voulaient montrer Stephen Loweys en tant que très très bon neuroscientifique. Lui, son boulot, il sait tout sur le cerveau, donc il pensait pouvoir expliquer les expériences de mort imminente par des phénomènes cérébraux. Et mais les deux principales recherches qu'on a menées avec eux ont prouvé le contraire. D'abord, sur la mémorisation, ils pensaient que c'était des souvenirs recréés ou des hallucinations. On a montré que c'était des vrais souvenirs et qui étaient encore plus vrais que des vrais souvenirs. Et ensuite, surtout, le plus important, je ne comprends pas que c'est pas eu plus, ils n'ont pas vraiment fait de pub là autour, c'est le fait qu'on a comparé des expériences de vraies morts imminentes, donc des gens qui avaient un cerveau dans un état désastreux, puisqu'ils étaient en arrêt cardiaque ou dans le coma, ou intoxiqués ou en hypothermie profonde lors d'une intervention. Donc dans ces cas-là, on sait que le cerveau ne fonctionne pas du tout. Des gens qui avaient des intoxications plus légères et ou toutes sortes d'états, et avec des expériences qui sont strictement similaires aux expériences de mort imminente, mais survenues dans des circonstances qui n'ont absolument aucun effet sur la santé. Oui. Puisqu'on peut avoir les mêmes expériences en regardant un coucher de soleil, en faisant l'amour, ou enfin, tout un tas de circonstances, pas forcément désagréables, en tout cas, dont aucune n'est dangereuse. Alors, l'intérêt, c'est
faut bien comprendre que si c'était vraiment des expériences de mort imminente, elles surviendraient toujours à un moment où le cerveau est dans un état absolument désastreux. Donc elles seraient corrélées à un état particulier du cerveau. Là, on pourrait se dire, il y a une zone dans le cerveau qui crée quelque chose parce qu'il est dans cet état-là. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre l'état fonctionnel du cerveau et l'expérience qui est vécue. Parce que ce qu'on a montré sur 190 cas, c'est qu'on ne peut pas discerner ni sur la profondeur, ni sur les caractéristiques de l'expérience, des expériences vécues dans une réelle situation de mort imminente, d'expériences vécues dans quelle que soit la situation. C'est-à-dire qu'on a tout un continuum entre un cerveau qui va parfaitement bien jusqu'à un cerveau qui est pratiquement détruit. Tout ce qui entre, qu'il soit intoxiqué, qu'il soit asphyxié, qu'il soit en train de s'éclater, ou qu'il soit complètement refroidi, l'expérience est la même, elle a la même force. Ça veut dire, pour lire entre les lignes et pour dire les choses comme elles sont, que du coup on peut se demander quel est le rôle du cerveau là-dedans, à part de mémoriser, de rapporter l'expérience une fois qu'il est réveillé, mais dans la mesure où son état fonctionnel n'a aucune influence ni sur l'expérience, ni sur son contenu, ni sur sa profondeur, alors qu'il suffit de boire 3 cafés ou 2 whisky ou d'être complètement crevé pour être déjà dans un état de conscience différent. Après, fumer un pétard ou s'injecter une substance quelconque, ça le perturbe complètement et ça marche à tous les coups. Là, c'est des choses qui peuvent perturber le fonctionnement du cerveau d'une manière totalement drastique et le résultat est exactement le même. C'est des expériences qui sont indiscernables les unes des autres. Donc la question a été posée et on y a répondu et on l'a publié avec des gens qui voulaient prouver le contraire. Parce que le but d'un neuroscientifique, c'est d'essayer... Ça fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique ? Bien sûr. D'accord. Oui, il y avait tout à l'heure, j'ai montré la... C'est sur le site, il n'y a pas eu de pub là-dessus. Non, on l'a publié sur Frontiers Ins. D'accord. Oui, mais il y a l'article disponible en PDF. Alors, les conclusions, ils essayent de... Oui, parce que ça remet un petit peu en question. C'est embêtant, hein, ça gêne aux entournures. Toutes les études qu'ils ont fait universitaires, quoi. Non, à mon avis, le problème c'est ça, c'est que quand on sait trop de choses sur quelque chose, on a l'impression de tout savoir. Ouais. Moi je pense, j'ai rien à apprendre à personne, mais quand on est scientifique, on doit être à la fois curieux, l'esprit ouvert et courageux. C'est se dire, bon, je sais ça, effectivement, je sais que telle perturbation dans le cerveau, ça fait ça, qu'un état végétatif, ça se traduit par ça, je vais essayer d'améliorer les choses, qu'un état de moindre conscience, bon, enfin il y a toute une sorte d'état de conscience. Bon, ça dépend du cerveau. On peut très bien aussi se rendre compte, il y a des états de conscience qui manifestement ne mettent pas le cerveau en jeu, où il y a très peu de chances, puisqu'on l'a prouvé. Donc on peut, ou pas, dire moi je suis neuroscientifique, je vais m'intéresser qu'au cerveau, donc ça m'intéresse pas, je laisse ça aux autres. On a le droit. Après, si on est vraiment curieux, on peut se dire, franchement c'est intriguant, je vais essayer de continuer puisque j'ai les moyens. Voilà, après on verra ce que ça va donner. Je pense qu'un scientifique, sa première vertu, ça doit être d'être curieux. L'ouverture d'esprit. Voilà. Ok, merci. J'ai encore 2 questions, c'est bon ? Du reste de la batterie. Alors, bon, là, c'est une question un petit peu plus philosophique. Hein. Est-ce que tu penses que cette nouvelle façon de concevoir la conscience pourrait nous apporter des réponses aux problèmes globaux qui se posent à l'humanité, comme le réchauffement climatique, la gestion des ressources naturelles, la pauvreté? Est-ce que le fait d'avoir une nouvelle vision de la conscience pourrait, apporter des solutions? Pourquoi pas? Ça peut aller dans ce sens si cette nouvelle vision change l'homme. C'est l'homme qui fait tout ça. L'homme peut changer encore pendant qu'il en étend le réchauffement climatique. L'homme peut arrêter de se taper sur la gueule sous des tas de prétextes. Mais pour ça, il faut qu'il grandisse. Si les recherches sur la conscience lui montrent qu'il n'est pas
qu'un bout de chair qui doit bouffer les autres pour ne pas être mangé, mais qu'on est beaucoup plus que ça. Si on écoute un petit peu ce que disent les gens qui ne sont pas des gourous ni des prophètes, mais les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, ils reviennent avec une notion de sens de la vie, qui est aussi une notion d'altruisme, une notion du fait qu'on est tous un. C'est-à-dire que si je te marche sur les pieds, je me marche sur les pieds à moi. Tout ce que je vais faire aux autres, je me les fais à moi. Si les gens apprennent à accepter d'être aimés et acceptent à donner de l'amour, sans faire des trémolos, mais c'est ce que disent des gens simples qui ont vécu une expérience qui les a bouleversés. Si donc l'humanité, petit à petit, par petits bouts, par-ci par-là, mais qui vont peut-être grandir, commence à accéder à une ouverture d'esprit et de cœur qui est un peu plus grande, elle arrêtera de se faire mal. Donc on croise les doigts pour ça, quoi. Tu as raison. Et les orteils. Il y a encore du boulot. Oui, peut-être pas encore. Bon, tu le mets pas dans le film, hein, ça. Si, j'y tiens. Alors bon, la dernière question, qui est une question très personnelle. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui vont écouter notre interview, qu'est-ce que tu leur dirais? Quelque chose vraiment qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu leur dirais? Un message important pour toi? Je pense qu'il faudrait... Qu'est-ce que ça fait émerger? Il faut essayer de comprendre que la vie a un sens. Oui. Que c'est pas que c'est un cadeau apparemment, que c'est quelque chose qu'il faut vivre jusqu'au bout et qu'il faut vivre autant pour les autres que pour soi. C'est-à-dire vivre pour soi, ça veut dire, comme je disais à l'instant, écraser les autres pour pas être écrasé. Et ça a amené l'humanité à sa perte, à des guerres, à des famines, à des tas de choses qui sont pas vraiment agréables. Il faut essayer de comprendre que c'est pas moi qui le dis, ça, c'est les gens que j'ai entendus, et j'en ai entendu des centaines, qu'on est tous un, si j'ai bien compris. On n'est pas que frères et sœurs, on est un. On est des petites gouttes de quelque chose qui est un. Et il faut le savoir, quelque part, si on a cette notion un peu dans toutes les actions qu'on peut faire, les interactions qu'on a avec nos contemporains, on ne peut plus agir de la même façon que si on est seul. On n'est pas une petite chose qui est obligée de se débrouiller, on est un. Et donc, comme disait Marie de Solène tout à l'heure, on a le droit où il faut accepter d'être aimé, il faut accepter d'aimer l'autre de façon simplement parce que l'autre c'est soi-même. On est pareil. Il faut plus avoir. Je crois qu'au bout du compte, ça c'est quelque chose que j'ai identifié dans ma pratique médicale, c'est que derrière la plupart des drames humains et autres, si on cherche, qu'ils soient individuels ou collectifs, il y a toujours la peur. Il y a toujours une peur. Et comme disait je ne sais plus qui, la peur, elle commerce avec le mal. Et je crois qu'il faut essayer de ne plus avoir peur, oui, au bout du compte. C'est un message très important, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre d'avoir répondu à mes questions. Merci.